Vous nous avez parlé là, donc, de la ferme à la fourchette, d'expression d'attente sociétale. Les attentes sociétales, elles se matérialisent aussi dans l'acte du consommateur. Et pour nous éclairer sur ce sujet-là, nous avons la chance d'accueillir Nouria Macias, qui va me rejoindre. Merci d'être présente avec nous. Vous êtes directrice du développement durable du groupe Agromousquetaires. Et donc, je vais vous laisser nous évoquer comment vous traitez ces attentes consommateurs, comment vous les accueillez et comment elles prennent une réalité particulière, spécifique, autour notamment de logique de label. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je dois vous avouer qu'avant de monter sur scène, j'ai eu peur, puisque je me suis dit, le saut, il va être violent. On va passer de la réglementation, c'est-à-dire un document en papier, à la grande distribution et aux industriels. Et parfois, on a du mal, justement, quand on est face à un rayon, à voir le lien. Le lien, puisqu'il y a un temps long de déploiement, parce que parfois, effectivement, passer à l'échelle, c'est extrêmement compliqué. Et comme on l'a dit plus tôt ce matin, pour passer à l'échelle, en fait, on a besoin d'une adhésion de l'ensemble des parties prenantes dont on va parler aujourd'hui. Et je vais vous parler plus particulièrement de l'approche qu'on a au sein du groupement Les Mousquetaires. Alors pourquoi je vous présente cet organigramme? Puisque en fait, peut-être que vous ne connaissez pas Agromousquetaires. Si vous habitez depuis longtemps dans l'ouest de la France, peut-être que vous savez déjà circuler à côté d'une de nos usines. Mais il faut comprendre qu'en fait, quand on voit une enseigne, Intermarché et Netto, une enseigne principalement alimentaire, en fait derrière on a une particularité, quelque chose qui nous singularise, qui est en fait l'intégration de nos filières d'approvisionnement. Depuis plus de 50 ans, le groupement Les Mousquetaires a fait un parti pris qui a été « Je veux travailler au plus proche de l'amont agricole ». Et vous allez comprendre pourquoi. Parfois, c'est une vraie opportunité pour nous d'être au contact de chaque maillon de la chaîne, mais parfois, en fait, c'est l'addition de plusieurs complexités quand on essaye de vendre un produit et de mettre en avant nos pratiques de bien-être animal. Donc, en fait, au sein du groupement Les Mousquetaires, moi, j'aime bien le décrire comme une famille. Il y a des enseignes alimentaires, Intermarché, Netto, mais aussi des enseignes au niveau de l'équipement de la maison et de la mobilité que vous connaissez peut-être, Rodi, Rapide Pare-Brise, Bricomarché. Et en fait, dans cette famille, il y a un enfant qui a voulu être industriel, qui est ingénieur et qui a voulu justement transformer des matières premières agricoles. Ça s'appelle Agromousquetaires. On a 56 usines en France. On travaille sur 13 filières, animales et végétales. Et quand on parle de bien-être animal chez nous, on parle, oui, des vaches, puisqu'on a de la première, deuxième, troisième transfo de vaches. On fait pareil sur la filière porcine, mais on travaille avec des producteurs de lait qui produisent par exemple la marque pâturage. Ce qui est aussi particulier chez nous, c'est que le bien-être animal, ce n'est pas uniquement les grandes espèces, on travaille aussi sur la pisciculture et l'aquaculture. Et donc, comme je vous ai parlé en fait de tout maillon de la chaîne et les parties prenantes, aujourd'hui, en tant que groupement et en tant qu'agromousquetaire, on est attendu, notamment par les ONG et les grands publics, sur tout un tas d'espèces qui est assez large. Donc, je vous ai parlé des 13 filières. On est regroupés en 6 pôles de compétitivité. Et donc, typiquement, on a 3 pôles qui sont très fortement concernés par le bien-être animal. Le bœuf, le porc, le lait, qui fait partie du pôle saveur. Et comme je vous ai dit précédemment, c'est aussi la mer qui est de plus en plus concernée et avec de nouvelles attentes à réglementation. Très rapidement, la moitié de nos usines sont basées en Bretagne. Ça explique la présence d'une grande partie de nos équipes et de nos partenaires. On travaille à peu près avec 15 000 éleveurs en France et donc une très bonne partie d'entre eux sont en Bretagne. Mais pourquoi je suis aujourd'hui devant vous? C'est pour vous expliquer en fait parfois la complexité qu'un industriel comme Agromousquetaires a pour vendre. On a à peine quelques secondes pour choisir un produit, même chez nous, même dans nos enseignes. Je veux vous partager aujourd'hui 3 constats principaux. Le premier, c'est que la viande, même si on en consomme de moins en moins, continue à être un pilier clé dans l'assiette d'un Français. Ça ne veut pas dire que vous, étudiants avec une certaine connaissance et sensibilité aux enjeux environnementaux sociétaux, vous ne déconsommez pas, mais c'est qu'aujourd'hui, les Français de base, ils continuent à manger de la viande. Cette viande, elle apporte à la fois des nutriments, mais aussi du plaisir.
Maintenant, à droite, vous voyez quelques éléments qui commencent à avoir un impact sur cette consommation. Et j'ai dit bien, ils commencent. Vous allez voir, et vous savez même des experts beaucoup plus pointus que moi et qu'Agro Mousquetaire, des gens comme I4CE, comme l'IDRI, continuent à dire que la France continue à consommer de plus en plus de viande. Et donc ça veut dire que dans certaines assiettes, effectivement, on en met moins, mais globalement en France, on continue à consommer beaucoup de viande. Mais là, il y a un enjeu de production française dont je vais parler un peu plus tard. Et donc, en fait, pour relativiser, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que certains consommateurs en France déconsomment de la viande? Déjà, c'est le prix. Vous le voyez très bien, cette année, on parle beaucoup, surtout Intermarché et Netto, la guerre des prix, le facteur prix. Et donc, on voit très bien que pour certains ménages, la viande, c'est de moins en moins pressante. En plus, il y a aussi une certaine méfiance par rapport à la qualité. Comme je ne suis pas sûre de pouvoir acheter un bon produit, peut-être que je vais choisir une option végétale ou autre, ou je change d'espèce. Il y a aussi une préoccupation santé. Je me permets de faire une petite pause ici, puisqu'on a parlé de One Health. Aujourd'hui, très clairement, quand on mène des études auprès des consommateurs, des focus group, on se rend très bien compte que ce qui interpelle le plus les consommateurs, qui viennent acheter chez nous, mais aussi chez nos concurrents, c'est la santé humaine. On parle de plus en plus des écosystèmes, on parle de plus en plus du bien-être animal, la santé des animaux, mais aujourd'hui, ce qui change de plus en plus l'habitude des gens, c'est leur propre santé. On a sans doute beaucoup de chemins à parcourir pour rendre les consommateurs beaucoup plus conscients de justement ces concepts de One Health. La préoccupation écologique, donc on parle de plus en plus de l'impact carbone des filières, qui n'est pas le même. Alors déjà, c'est une complexité. Est-ce que toutes les filières ont le même impact? Non. Certaines filières, justement, représentent même une opportunité vis-à-vis de la lutte contre le changement climatique. Et puis finalement, effectivement, de plus en plus la conscience du consommateur par rapport à la souffrance animale. Donc à nouveau, premier constat, le Français, il continue à manger de la viande. C'est une source de plaisir, des nutriments, mais il commence à réfléchir à sa santé, à l'environnement, à la souffrance animale. Deuxième constat. Alors, la viande, on ne peut pas généraliser. On mange parfois de la viande fraîche, et cette viande fraîche, pour la plupart, elle est produite en France. Et tant mieux, j'ai envie de dire. Et quand on parle de cette viande fraîche, on en consomme moins, effectivement. Quand on va au resto, de plus en plus, nous, en tant que citoyens, on s'est dit, j'ai un acte à faire important, peut-être que je vais choisir plutôt des pâtes avec une très bonne sauce et je vais plus commander une bavette ou une côte de porc. Je consomme moins et mieux. Bon, il s'avère qu'avant, j'achetais du tout venant et cette fois-ci, que ce soit chez Intermarché ou ailleurs, je choisis en fait des filières, et c'est là où on va commencer à parler de labels, qui me donnent une certaine garantie. Et là, je me permets aussi de faire une petite pause. Je vous invite à penser, pour l'instant, à uniquement un label, n'importe lequel. Hein. Vous n'avez pas besoin d'échanger avec vos collègues, peut-être qu'ils vont vous juger. Un label qui vous donne la certitude de respecter tout au long de la chaîne le bien-être animal. Retenez ce label. Et après, on va aller sur les autres rayons. Quand vous achetez une pizza avec de la charcuterie, quand vous achetez des plats préparés. Je vous avais parlé de l'I4CE et de l'IDRI. Malheureusement, le constat que ces gens font, c'est que le Français, il continue à consommer de la viande, mais de plus en plus sur ce type de rayons, même si on en consomme moins, c'est de la viande de moins en moins française. Et qui dit de la viande pas française, c'est parfois beaucoup moins exigeante en termes de qualité, d'impact environnemental et donc du bien-être animal. Et là, en tant que consommateur, en tant qu'industriel, en tant qu'étudiant et futur professionnel, en tant que grande distribution, on a beaucoup de choses à faire. Et je sais que Madame Lefebvre a fait une mention au CODD ce matin. Il y a aussi l'ODD 17 qui est capital. Si on veut mieux nourrir la France et le monde, c'est sans doute à travers les partenariats. Donc ça, c'est le deuxième constat. Et il
il y a une chose qui est intéressante, qui est démontrée dans cette étude, c'est qu'aujourd'hui, la population qui est la plus sensible et la plus motrice, on va dire, des changements, des comportements et d'habitudes, ce sont les femmes. Les femmes entre 25 et 45 ans qui commencent à avoir un effet sur les volumes qui sont consommés dans nos points de vente. Quand on parle des bien-être animal, et juste après je passerai à parler des labels, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a plusieurs paradoxes. Le premier, c'est l'élevage en France. La compréhension du consommateur par rapport aux petites productions à côté de chez nous, à Rennes, à Béton, versus ce qui est vendu dans la grande distribution, et il y a énormément de mécompréhension. Parfois, un citoyen français pense qu'en France, on produit comme aux États-Unis, comme en Allemagne. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait partout, hein, mais c'est vrai que par rapport à la densité, par rapport aux pratiques, on n'est pas au même niveau. Et donc, il y a sans doute, que ce soit via l'étiquetage, via le label, via l'information qu'on fait passer au consommateur, il y a énormément d'informations qu'il faut absolument que le consommateur puisse comprendre. Pareil, je vous avais parlé des différents rayons, les sourcings. Ils pensent que la viande qu'on consomme dans une assiette, dans un restaurant, ou bien dans une pizza surgelée, elle est la même. Et en vrai, il faut qu'on arrête justement de mentir aux consommateurs, ou pas de mentir, c'est tout simplement de bien informer. Il faut que ça soit clair dans sa tête, quelle est l'origine et la qualité derrière chaque viande qu'il consomme. Et puis finalement, le Made in France, parfois on a tendance justement à généraliser en termes de filières. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les labels, celui que vous avez retenu en tête, n'a pas forcément les mêmes exigences quand on parle des filières bovines, porcines et l'aquaculture ou la pisciculture. Les labels connus, aujourd'hui, je ne suis pas venue pour vous vendre des labels ou pour décrier certains d'entre eux, chacun à sa place. Les labels aujourd'hui nous apportent certaines garanties très peu connues par rapport aux sujets clés, la densité de l'élevage, l'âge d'abattage, l'accès à l'extérieur, la méthode d'abattage. On a aussi des mentions des allégations comme le plein air, l'accès au pâturage. Et puis des étiquettes naissantes comme l'étiquette bien-être animal. Et en fait, ce sont des travaux extrêmement structurants pour nous en tant qu'industriels et pour la grande distribution, puisque tout simplement, ça nous permet d'avoir un référentiel unique qui pourrait éventuellement nous faciliter la communication auprès du grand public, du consommateur. Une fois qu'on a dit ça, le troisième constat, c'est que aujourd'hui, les sujets prioritaires pour un consommateur, peu importe le label, que ce soit le label bio, le label rouge, et même les nouvelles étiquettes qui commencent à émerger, c'est qui intéresse vraiment les consommateurs, c'est l'espace ou l'accès à l'air libre, l'alimentation de l'animal. Ils sont vraiment concernés pour ce qu'on donne aux animaux à manger, puisqu'au final, c'est aussi la qualité de la viande que nous, on va consommer. Le transport et l'abattage. Et donc aujourd'hui, le consommateur, même si c'est déjà assez approfondi, on va dire, il oublie parfois qu'il y a des étapes intermédiaires. Et là, nous, en tant que groupement Les Mousquetaires, en tant qu'agro-mousquetaires, on est très bien placés pour le savoir. Je vous donne 2 exemples. À Vitré, vous connaissez peut-être le site SVA. On a fait un investissement de plusieurs millions d'euros pour refaire la bouverie. C'est un travail qui était incontournable pour améliorer à la fois la sécurité des hommes, mais aussi le bien-être animal. On a parlé ce matin aussi de l'intelligence artificielle et le rôle qu'elle a pour mieux piloter nos usines et le bien-être animal. Parfois, ces investissements, qui représentent plusieurs millions d'euros à nouveau, et qu'on peut faire à plusieurs, il s'avère qu'on ne peut pas les refléter quand on étiquette un produit. C'est extrêmement délicat ce que je viens de dire, puisque ça veut dire que le temps il est long, à la fois pour les consommateurs pour comprendre les enjeux et les vrais impacts. Le temps il est long pour le éleveur, puisque lui il ne peut pas changer ses pratiques. Il fait des investissements sur 10-15 ans. Et donc si aujourd'hui on lui dit c'est ça la pratique, et que 5 ans après
On a des nouveautés, une nouvelle étiquette et il s'avère que lui, il ne peut pas mettre en avant les investissements et les bonnes pratiques qu'il a mis en place. C'est risqué. Et pour nous, en tant qu'industriels, c'est pareil. Parfois, le temps, il est long pour s'adapter, puisque même les investissements, des gros investissements que l'on fait, parfois, on n'arrive pas à avoir un impact au niveau du positionnement vis-à-vis du consommateur. Un deuxième exemple, Agro Mousquetaires co-investit dans des fermes. C'est l'exemple de la ferme Carangel. Cette ferme, elle est à Bron. Je vous invite même à la visiter, puisque je sais qu'ils font des visites au grand public et aux écoles. Cette ferme, elle a coûté à nouveau plusieurs millions d'euros. C'est un éleveur passionné qui a fait le tour du monde et qui a collecté les meilleures pratiques. Et en arrivant en Bretagne, il s'est posé une question. Aujourd'hui, si j'avais beaucoup d'argent, qu'est-ce que je ferais comme élevage porcin afin de justement montrer un peu l'exemple et voir quelle est la viabilité économique et l'acceptabilité sociétale de mon projet. Il s'avère que ces projets, justement, améliorent d'une manière très importante la qualité de vie des travailleurs, puisqu'il faut aussi penser que pour faire de l'élevage, on a besoin de gens. Et donc, ces gens, ils ont leur week-end. En plus, on améliore certaines pratiques qui ont un impact très fort sur le bien-être animal. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de tout parcourir. Mais à nouveau, on a la difficulté que vis-à-vis des étiquettes émergentes, on n'a pas la possibilité de voir une vraie amélioration au niveau de la note. Ce n'est pas une critique pour l'étiquette, attention, c'est vraiment pour vous montrer à quel point la mutation d'un système alimentaire, il est complexe. Il y a énormément d'investissements à faire, il y a énormément de parties prenantes à les toucher et beaucoup d'habitudes à changer. Une fois que je dis ça, je veux peut-être finir avec cette dernière phrase qui a déjà été dite, mais qui est importante et on a vu qu'il n'y a pas non plus un consentement pour payer un peu plus cher. Aujourd'hui, les consommateurs restent plus sensibles aux claims sur la santé humaine. Donc, à nouveau, ODD 17, ce sont les partenariats, le travail avec l'ensemble des parties prenantes, la sensibilisation auprès des consommateurs. Et cette sensibilisation, elle passe, oui, par une étiquette, mais aussi par le rapprochement justement de chaque acteur auprès du consommateur, que ce soit sur un volet réglementaire, sur un volet élevage, sur un volet même en tant qu'industriel et des grandes consommations, pour qu'on arrive tous à comprendre à la fois les difficultés, les impacts positifs, mais aussi les moins positifs, et qu'on arrive vraiment à, d'une, continuer à consommer de la viande française, puisqu'elle est qualitative, et que, in fine, on puisse vraiment lever la barre et arriver tous, tendre vers un bien-être animal vraiment holistique. Je vous remercie. Merci Nouria Massias pour votre exposé, très éclairant, très impactant. J'imagine, je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas de questions ou de remarques suite à un tel exposé. Est-ce que le micro est demandé ? Je veux bien poser une première question. On a compris quand même que le consommateur qui est en fin de chaîne est un élément essentiel. Vous, en tant qu'industriel, est-ce que vous avez réfléchi à comment essayer d'éduquer mieux, parce que quand même il y a des pratiques contradictoires du consommateur par manque de connaissances probablement. Donc est-ce qu'il faut, est-ce que vous avez réfléchi à comment essayer d'apporter des connaissances nouvelles? Est-ce que c'est dans la petite école? Est-ce qu'il y a des problèmes pour changer les programmes scolaires? Est-ce que c'est au niveau des femmes qui souvent vont faire les courses? Enfin, quels sont les leviers auxquels vous auriez, que vous préconiseriez? Alors effectivement, on a réfléchi et on a aussi passé à l'acte. C'est-à-dire qu'on a déjà déployé plusieurs choses. Alors, dans quelle mesure elles sont efficaces? Parfois, ça ne va pas très vite. Il faut se le dire. Et il ne faut surtout pas que ça décourage les gens. Il faut justement que ça devienne une manière de voir les marches que l'on monte tous ensemble. Déjà parce qu'on est ici à l'Institut Rennes-Angers et que nous, on est partenaires aussi depuis un petit moment.
c'est auprès des étudiants. Venir en tant qu'industriel dire qu'on va arrêter de la viande, puisque nous, on a aussi les productions des viandes, ça serait irréaliste. On sait très bien qu'on va continuer à manger de la viande, on va en manger moins, plus qualitative, et il faut surtout qu'on réfléchisse tous au mode de production, ça oui. Donc déjà, auprès des étudiants, on tient un discours qui est « on veut continuer à produire et à manger de la viande française ». Ça, c'est à l'école, aux universités. On a d'autres partenaires qui sont les collectivités. On a un maillage territorial qui est extrêmement formidable au sein du groupement Les Mousquetaires. On dit qu'il y a un point de vente tous les 17 km et on a 56 usines en France. Et donc, c'est à travers nos partenariats et puis les projets qu'on monte auprès des collectivités qu'on arrive aussi à démontrer l'équilibre vers lequel il faut qu'on tende. Et puis, c'est pas non plus évident, mais le travail de plus en plus, ensemble, avec la grande distribution. On fait partie de la même maison. Ce n'est pas pour autant que c'est simple, en fait, d'expliquer à un acheteur, à quelqu'un qui fait du marketing, même à un patron, comme quoi certains investissements sont incontournables. Et même si aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir l'impact au niveau de l'étiquetage sur une certaine filière, il faut le faire. Aujourd'hui, sur des démarches du bien-être animal, mais pas que, aussi sur tout ce qui est réglementation contre la déforestation importée, les distributeurs se parlent entre eux. Et donc, c'est aussi en unifiant les forces qu'on va arriver. Ça me fait penser à un tableau qui avait été publié il n'y a pas très longtemps, je vous invite à les consulter. C'est un tableau qui a été proposé par l'OABA, qui a fait en fait un peu un screening des pratiques bien-être animal sur différents labels, notamment le label rouge et 2 différents labels bio. On pourrait imaginer, on colle ces tableaux sur tous les points de vente Intermarché. Aujourd'hui, à vrai dire, puisque la préoccupation clé du consommateur, elle n'est pas là, le tableau, il sert strictement à rien. C'est le cas sur d'autres filières, même végétales. Et donc, en fait, je pense qu'il faut se donner le temps, de la même manière qu'on essaye de laisser les agriculteurs avoir le temps de s'adapter aux nouvelles pratiques, il faut être bienveillant vis-à-vis du consommateur et lui laisser le temps. Mais on lui laisse le temps en expliquant les choses. Et donc, c'est peut-être via certains axes, alors on a enlevé le slide, mais les 3-4 axes qui préoccupent le plus les consommateurs, qu'il faut commencer à aller plus loin sur l'information que l'on donne. Les distributeurs aujourd'hui ont différents enjeux clés chez eux. Un des principaux, c'est le carbone. Une question que moi je me pose, est-ce que on n'aurait pas une fenêtre d'étier intéressante pour améliorer les pratiques de bien-être animal en même temps qu'on va chercher à améliorer la performance carbone des élevages? Et de quelle manière on en parle vis-à-vis d'un consommateur? Je n'ai pas forcément la recette, mais c'est une piste. De quelle manière la conjoncture et les enjeux actuels nous aident à positionner des messages supplémentaires, pas 3000, puisque le consommateur, vous comme moi, on est tout le temps paumé, et vous gardez en tête ce label. Je vous conseille d'aller vous renseigner sur les vraies pratiques de bien-être animal qui sont assurées par ce label que vous avez choisi. Merci madame. Une autre question dans la salle. Merci pour votre exposé. Par rapport à la communication et en fait à la complexité du consommateur pour comprendre ce dont il s'agit, moi j'ai personnellement l'opinion que les emballages ont peut-être beaucoup trop de liberté. En fait, il y a un greenwashing extrême quand on regarde les emballages et je ne m'étonne pas du tout que les personnes ne comprennent pas de tout ce dont il s'agit quand ils achètent un produit. En général, l'image n'a rien à voir avec le système de production, typiquement. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de liberté? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'industriel? Est-ce qu'il y a des produits, je ne sais pas, les produits frais, par exemple, où on pourrait restreindre un peu ça, ou de toute façon, c'est inimaginable, vu la situation actuelle, ça ne se ferait jamais? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en fait à faire, à normaliser un petit peu les emballages, restreindre dans une certaine mesure la liberté, notamment des images? Je pense les photos qui n'ont rien à voir, c'est quand même un petit peu... ça semble aberrant, quoi. Alors je sais que cette conférence, elle est enregistrée. Je pense que mes collègues chez Intermarché qui font du marketing, ils vont peut-être se fâcher avec moi. Oui. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, l'usage de certaines images, allégations, qui ne sont pas encadrées par la réglementation, on en parlait tout à l'heure, l'intérêt de la réglementation,
fausse en fait la perception du consommateur, y compris moi-même en fait, qui peut me tromper. J'achète une marque qui ne vient pas de chez nous, je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau européen, il y a toute une démarche justement contre le greenwashing. C'est assez axé carbone, puisqu'on a eu également beaucoup d'allégations, mais pourquoi pas penser à un encadrement des allégations en lien avec le bien-être animal et tout ce qui va avec, puisqu'au final, je fais une petite aparté, ça va justement m'amener à un troisième point que je voulais vous présenter. Quand on parle des bien-être animal, on risque d'isoler ces sujets du reste de la filière et du reste de la démarche des durabilités. Et donc, en fait, on a encore plus de difficultés pour mobiliser les gens et pour sensibiliser parfois, puisqu'on voit la multiplicité des chantiers. Je pense qu'il y a un rôle très important à jouer de la part des ONG et du reste des acteurs pour nous aider à encadrer ça et pour nous aider à mieux communiquer. Je vous ai parlé du travail qu'on fait avec nos concurrents, que ce soit un Système U, Carrefour, Leclerc, entre autres. On dialogue de plus en plus avec les ONG, les scientifiques. Et je pense qu'effectivement, à part la partie méthode technique, qu'est-ce que je déploie et quel est l'impact, on pourrait très très bien réfléchir à quelle est la bonne manière de communiquer. Je pense que les étiquettes qui sont déjà lancées ou celles qui sont en cours de construction vont beaucoup nous aider, mais il y a sans doute, quand on se met à être créatif, beaucoup plus de place sur un emballage pour aller chercher à convaincre un consommateur et surtout à le faire d'une manière pas très transparente. Donc je n'ai pas forcément la réponse, mais il y a aussi un changement de fond au niveau, et je le dis souvent chez Agromousquetaires, un changement de fond au niveau de plusieurs métiers. Aujourd'hui, quand on communique, quand tu fais du marketing, on ne va pas forcément le réflexe de penser aux enjeux environnementaux et sociétaux, aux enjeux réglementaires qui sont de plus en plus contraignants, et ça peut vite devenir un risque. Donc c'est une manière aussi de travailler autrement et de travailler avec des métiers avec qui on a peut-être beaucoup moins de tendances à travailler. C'est pour nous beaucoup plus évident d'aller chercher un éleveur et de se mettre d'accord sur quelle est la pratique que d'aller chercher l'équipe marketing, même chez nous. Donc effectivement, il y a des ponts et à nouveau, l'ODD 17, des ponts en interne à créer pour mieux communiquer, et surtout d'une manière plus transparente et responsable. Je vous remercie pour votre intervention.